Alors, premier anticoagulant, ce sont les AVK. Donc, vous avez bien compris, c'est ceux qui saignent le plus. Donc, c'est là où vous avez le plus souvent besoin de gérer les hémorragies. Donc là, il y a des recommandations qui sont très claires. Vous savez qu'en cas d'hémorragie, surtout d'hémorragie grave, il faut administrer le CCP, c'est le PPSB. Donc, en moyenne, en général, c'est 25 unités kilo. Donner de la vitamine K, recontrôler éventuellement l'INR et refaire un deuxième coup 6 heures après si l'INR reste élevé. Donc ça, ce sont les recommandations HAS qui sont bien définies. Alors le problème, c'est que ça marche si on doit se faire opérer, mais sur les hémorragies extracérébrales. Le problème, c'est toujours l'hémorragie intracérébrale. Quand votre patient il arrive avec une hémorragie intracérébrale, vous lui donnez de la vitamine K, vous lui donnez du PPSB, et donc il avait ça, il avait un INR un peu élevé. Vous êtes content, l'INR est bien, mais vous voyez que le truc, il a grossi et le patient, il n'est pas bien. Le patient n'est pas bien et dans ses études, malgré un antidote, et le professeur El Alami, un grand spécialiste, nous dirait que c'est sûrement pas un antidote, puisqu'on donne des facteurs vitamine K dépendants, mais on donne pas c'est pas un antidote, on ne va pas bloquer un poison. Malgré ce traitement vitamine K PPSB, en cas d'hémorragie cérébrale, vous avez 75% des gens qui soit meurent, soit restent grabataires avec un déficit. Donc le problème de l'hémorragie la plus sévère qu'est l'hémorragie intracérébrale, ce qu'on a comme traitement pour les AVK ne marche pas. Et c'est bien pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, les AOD réduisent le risque d'hémorragie cérébrale de 50%, donc avant. Donc on est vraiment sur de la prévention, c'est ça la gériatrie, on prévient l'événement grave qui est celui-là, où là vous avez vu que dans 25% des cas ça va marcher. En plus, il faut savoir que le PPSB a un petit effet thrombotique, et vous voyez que vous augmentez le risque de faire un événement thromboembolique. Donc si par chance le patient s'en sort, il va faire après un AVC ischémique, donc vous voyez ou une phlébite. Donc c'est pas non plus la panacée le traitement par le PPSB. Comment on fait maintenant avec les AOD? Avec les AOD, on a eu au début très peur parce qu'on s'est dit il n'y a pas d'antidote, ça va saigner, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant on a de l'expérience. On a des recommandations. Et on sait que la meilleure façon, le meilleur antidote qui existe, parce que pour l'instant il n'y a pas encore d'antidote, bien qu'il en existe, je vais vous montrer, c'est la demi-vie courte de ces médicaments. Ces médicaments ont des demi-vies qui sont entre 11 heures, 10 heures. Donc à la fin de la journée, vous avez pratiquement, au bout de 24 heures, vous avez 75% du produit qui est parti. Donc il faut tenir les 24 heures de l'hémorragie et après, le produit est parti. Donc on gère une hémorragie comme on gère toute hémorragie, on va remplir le patient, le transfuser, donner du plasma frais congelé, faire un traitement local de l'hémorragie. Le plus souvent, ça suffit. Et puis, si on est sur une situation grave, on a fait en fait le même protocole que ce qu'on fait pour les AVK en donnant du PPSB, avec des doses plus fortes, puisque c'est pas 25, c'est 25 x 2 là. Et on s'est aperçu que ça va très bien marcher. Et toutes les données de recul qu'on a, les patients qui arrivent, qui saignent sous AOD, quand c'est sévère, on fait ce protocole avec le PPSB. Et puis en fait, comme ça s'élimine rapidement, il n'y a pas du tout eu cette peur qu'on avait au début d'accidents hémorragiques de partout, sans antidote, que ça allait être catastrophique. Aucune étude, et vous avez bien vu, toutes les études de vraie vie que je vous ai montrées, ça saigne toujours moins. Donc même si on n'a pas de façon le fameux antidote, en fait ça saigne toujours moins. Parce que ça s'élimine rapidement. On a fait aussi beaucoup de progrès sur possibilité de doser les AOD. Normalement on n'a pas besoin de doser pour la surveillance et pour adapter les doses. Par contre, on peut doser en cas d'urgence. Et maintenant, dans la plupart des grands hôpitaux, et ça va être diffusé partout, on est capable de doser la concentration en dabigatran, en rivaroxaban, en apixaban. Et on sait comment il faut faire si on a des taux inférieurs à 30, 30 nanogrammes par millilitre, ça veut dire qu'il n'y a plus de produit. Et notamment, si on veut aller opérer quelqu'un, on peut opérer quelqu'un inférieur à 30, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de risque hémorragique pour le chirurgien.
Il y a eu des recommandations, et ça c'est le GIHP, hein, c'est un groupe de sociétés d'anesthésie réa, pour vraiment avoir un protocole dans tous les services d'urgence au cas où il y a des hémorragies. C'est ce que je vous disais. En cas d'hémorragie très sévère dans un organe critique, on fait du PPSB 50 unités kilo. Et sinon, on fait le geste hémostatique. Et si c'est inférieur à 30, ce n'est pas la peine de donner de PPSB. Sinon, on peut donner du PPSB si on a un dosage élevé et que le geste hémostatique tout seul n'a pas suffi. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Ça, c'est un travail avec l'Edoxaban, qui est un anti-DISA qui va arriver, donc un autre anticoagulant oral direct. Et vous voyez qu'ils ont donné le PPSB ici, et que quand on donne 50 unités, vous avez ici, alors ce sont des volontaires sains, des gens qui ont une biopsie, hein, et ils regardent le saignement après la biopsie. Et vous voyez, quand on regarde tous les paramètres de réversion, avec les 50 unités kilo, on est au-dessus de la réversion pour le BD, c'est le bleeding, c'est marqué quelque part là, la durée du saignement, BV, le volume du saignement, le TP, ce sont les tests d'hémostase. Vous voyez qu'on arrive à tout réverser. Donc le PPSB, ça marche avec les AOD quand il y a un problème hémorragique. Les AOD, c'est ce que je vous disais, hein, le meilleur antidote, c'est vraiment cette demi-vie courte. Hein, on saigne, on arrête. Hein, vous voyez comment ça marche. Hein, vous augmentez, au début, il y a un pic, et puis au bout de 24 heures, il n'y en a plus. Après, il faut en reprendre un. Là, c'est l'exemple du Rivaroxaban. Donc, on voit, il suffit d'attendre que le produit soit éliminé. Et vous voyez, là, quand vous avez les intervalles de confiance, hein, même pour ici, le vert, 90 ans, 40 kilos, les potentiellement plus à risque, on est toujours dans l'intervalle de confiance, on ne sort pas de cet intervalle de confiance, hein. On donne une dose et on a bien l'effet escompté, ce qui n'est pas du tout pareil que si je donne des AVK. Vous avez bien vu, on a des INR qui vont être soit trop haut, soit trop bas. C'est l'intérêt de ces AOD. Toutes les études, je vous l'avais montré tout à l'heure, hein, je vous le rappelle, toutes les études ont regardé la mortalité des hémorragies, et il y a toujours moins de morts, là c'est l'étude avec le dabigatran, il y a moins de morts quand il y a une hémorragie que sous warfarine. Donc, même s'il n'y avait pas d'antidote, eh bien, le fait que ça soit éliminé rapidement et qu'on ait ce protocole PPSB, eh bien, ça fait que c'est moins grave. Alors, à une époque, on se disait, on peut éventuellement dialyser. Il y en a un qu'on peut dialyser, c'est le dabigatran. Mais en fait, le temps d'appeler, de mettre en place la dialyse et tout, les gens, ils ont arrêté de saigner, quoi. Donc, ça n'a pas été un protocole qui a beaucoup pris. Il y a dû avoir quelques cas dans le monde, mais très peu en fait. Si le patient doit se faire opérer, il est sous AOD, on doit l'opérer, bien là aussi, la société d'anesthésie, le GIHP ont mis en place un certain nombre de protocoles qui sont bien diffusés dans tous les blocs. Donc si vos patients y vont, ces protocoles sont diffusés. On fait le dosage du médicament. Donc on dose le dabigatran, le rivaroxaban, on peut doser aussi l'apixaban. Si c'est inférieur à 30, je dis, il n'y a pas de produit, donc le chirurgien peut opérer. Si ce n'est pas urgent, on attend que ça soit inférieur à 30 et on opère. Si on est on est entre 30 et 200, on essaye d'attendre un petit peu, 12 heures, que ça soit éliminé. Puis si jamais on ne peut pas attendre, on opère et on met du PPSB. Tout ça est très bien codifié. Si on est entre 200 et 400, là ça commence à être des taux assez élevés, on essaye d'attendre si on peut, jusqu'à 24 heures, refaire un dosage. Mais si on ne peut pas, s'il faut opérer, bien on opère en mettant du PPSB. Et si on a des dosages très élevés, supérieurs à 400, c'est là où on aurait pu éventuellement discuter la dialyse, mais en fait, là aussi, on essaye d'attendre un petit peu, souvent on peut attendre un petit peu, et on opère un peu plus tard. Alors on disait qu'il n'y avait pas d'antidote, et en fait, je vais vous montrer que maintenant, on a des antidotes. On a des antidotes qui vont sortir, et celui qui est le plus avancé, c'est le dabigatran, je vais vous montrer des publications. Et on a des antidotes pour les antidis qui vont arriver aussi. Donc bientôt, on va avoir des antidotes en plus. Déjà, ça saigne moins, c'est moins grave. Et en plus, on aura des antidotes à disposition. L'antidote, c'est donc idarucizumab, publication du New England du mois d'août, pour le dabigatran. Donc, ce idarucizumab, c'est un antidote humanisé, monoclonal. Donc, vous voyez, ça a une très très forte affinité
pour la thrombine. Beaucoup plus forte que le dabigatran, donc l'antidote va attraper absolument le dabigatran et donc va libérer comme ça la thrombine. Effet très important, ça n'a pas d'effet prothrombotique. Je vous avais montré que le PPSB, lui, il peut créer un peu de risque thrombotique. Là, sur toutes les données, il n'y a aucun effet prothrombotique, c'est vraiment un effet direct, c'est vraiment un antidote, et c'est pas j'ai rajouté des facteurs de coagulation. Autre point majeur, un effet très rapide. Administration intraveineuse, action en 1 minute. La vitamine K, ça met au moins 6 heures à agir. Le PPSB, c'est aussi un peu plus long à agir. Là, 1 minute, action et blocage, vous allez voir de l'effet anticoagulant. Et puis une courte demi-vie, donc l'effet n'est pas trop prolongé. Alors la publication du New England, c'est cette étude qui s'appelle Reverse AD. 2 groupes de patients. Un groupe A qui sont des patients qui saignent, saignement non contrôlé, donc on a besoin de quelque chose de plus. Si on n'avait pas l'antidote, on ferait à ce moment-là du PPSB. Et bien dans ce groupe-là, il y a eu l'antidote qui a été donné. Groupe B, c'est des gens qui doivent être opérés. Et donc, avant l'opération, opération en urgence, et on va donner l'antidote pour pouvoir opérer les gens. Donc, le protocole était de faire 2 injections d'antidote et de regarder l'effet de concentration hémostatique et concentration de dabigatran dans le sang. Donc, pour le groupe A, ceux qui ont un saignement non contrôlé, vous voyez qu'il y a l'injection de l'antidote et tout de suite, je vous ai dit, dès 1 minute, vous avez le taux de dabigatran était ici, autour de 45. Hop, on passe en dessous des fameux chiffres ici qui sont la limite normale. Et vous êtes avec un effet, il n'y a plus de dabigatran dans le sang. Donc vous avez un effet immédiat, un vrai effet antidote sur le médicament. Dans le groupe chirurgie en urgence, c'est la même chose. Vous donnez les injections, 2 injections d'antidote, et là aussi, vous voyez que vous êtes en dessous de la ligne jusqu'à 24 heures, et vous n'avez donc plus d'effet anticoagulant. Quand on regarde les résultats, vous voyez qu'il y a eu un effet donc, entre 88 et 98%, donc plus d'effet anticoagulant du dabigatran au niveau plasmatique. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus du tout d'effet que forcément le saignement s'arrête tout de suite. Parce que si vous avez un ulcère qui saigne, même s'il n'y a pas, même sans anticoagulant, un ulcère, ça peut saigner. Donc, il faut aussi un traitement de la cause. Donc, il y a toujours une prise en charge conjointe, l'antidote, plus le traitement de la cause, s'il y a un traitement de la cause. Donc, ça met à peu près dans les 12 heures. Et par contre, le chirurgien, vous voyez, il a opéré, tous les patients ont été opérés. Dans 92%, il n'a pas vu que ça a saigné. Donc, il a opéré quelqu'un comme si le patient ne prenait pas d'anticoagulant. Et aucun effet secondaire de mauvaise tolérance. Donc, vous voyez, on n'avait pas d'antidote. On a un antidote. Il vient d'être autorisé aux États-Unis. Il est déjà en France sous la forme d'ATU. Donc, si la pharmacie peut le demander en urgence, et puis on va avoir l'autorisation probablement au mois de janvier en France. Pour les anti-10A, il y a aussi un antidote qui existe, qui s'appelle l'Andexanet. Donc, c'est là aussi un variant recombiné pour le facteur 10A qui a une forte affinité pour le facteur anti-10A. Et vous voyez, là, vous avez le facteur anti-10 et l'antidote va choper le facteur anti-10 et donc va libérer le facteur 10. Donc là aussi, une action directe. On est bien sur un antidote. Publication là aussi toute récente du New England, il y a quelques jours. Alors là, l'avancée est un peu moindre puisque là, ce sont des patients, des volontaires sains. Tout à l'heure, je vous ai montré, ce sont des gens qui sont malades, qui saignaient, soit à être opérés, soit hémorragie. Là, ils en sont sur la première phase. Mais on a exactement les mêmes résultats. Vous voyez que quand vous regardez soit apixaban, soit rivaroxaban, quand on donne l'antidote, hop, il y a une diminution de l'effet. La différence par rapport à l'autre, vous voyez qu'après, il y a une remontée de l'effet. Et donc là, ça sera une perfusion prolongée. Alors que l'autre, c'est juste une injection qu'on fait et l'injection marche 24 heures. C'est 2 modalités différentes, mais ce qu'on doit retenir, c'est que dès qu'on met l'antidote, on arrive à des taux zéro de médicaments anticoagulants dans le sang. Donc vous voyez que l'avenir,
c'est vrai que là, l'industrie a fait un truc extraordinaire, c'est qu'en en 2 ans, ils ont fabriqué des antidotes pour ces médicaments-là. Donc on va vraiment avoir une panoplie de médicaments qui saignent moins, qui sont plus efficaces, et en plus, il y aura des antidotes plus efficaces finalement que vitamine K, PPSB, puisque là, ça va agir en 1 minute. Chirurgie programmée. Pour finir, qu'est-ce que vous devez retenir si vous avez des patients sous AOD? Vous avez des chirurgies à risque hémorragique faible. Donc je fais une chirurgie, je vais me faire enlever une dent, opérer de la cataracte, je vais avoir une fibroscopie, mais une fibroscopie, on ne va pas me faire de biopsie, hein, c'est contrôle systématique de la colo parce que je suis à risque par exemple. On va m'enlever un abcès, l'angiographie, le pacemaker, la biopsie de prostate est mise dans ces risques hémorragiques faibles. Là, vous voyez que c'est juste pas de prise la veille au soir de l'acte. C'est très simple, hein. Vous avez de l'apixaban 2 fois par jour, vous ne prenez pas celui du soir. Le dabigatran, vous ne prenez pas celui du soir. Donc c'est très simple. Et puis donc on ne prend pas le jour du geste et on reprend ensuite 6 heures après le geste. Si on a une chirurgie à risque élevé, donc chirurgie à risque élevé, on va avoir chirurgie thoracique, abdominale, chirurgie de la prostate, la ponction lombaire est là-dedans, et biopsie hépatique ou rénale. Là, ce n'est pas la veille, c'est, vous voyez, pour les anti-10 qui ont une moindre élimination rénale, c'est 3 jours avant. 3 jours avant, j'arrête. Il n'y a pas de relais. Hein, ce n'est pas comme avec les AVK, on arrive 5 jours avant, qu'on fait un relais, et que souvent c'est compliqué les relais HBPM, AVK, on ne sait pas ce qu'on fait. On arrête 3 jours avant, et on va opérer le patient. Pas de relais, ce n'est pas la peine. Pour le dabigatran qui a une élimination rénale, vous voyez que ce n'est pas 3 jours, c'est 4 jours si la fonction rénale est supérieure à 50, et c'est même 5 jours si le Cockcroft est entre 30 et 49. Hein, donc c'est 3 jours pour les anti-10, et pour le dabigatran, c'est 4 jours ou 5 jours avant. Pas la peine de faire des relais. Au début, on avait dit, dans les premières recommandations, il était préconisé un relais. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, on s'est aperçu qu'au moment du relais, ça saignait plus que pas de relais. Donc bénéfice-risque, il y a plus de risques à faire un mélange d'AOD plus AVK, donc on arrête et on fait l'opération. Et puis ensuite on reprend au début prophylactique et ensuite curatif en fonction de l'intervention 24 ou 72 heures plus tard. Et de toute façon, dans toutes les études, hein, je vous rappelle, chaque fois qu'on a opéré des gens, il y a eu il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu plus de saignement sous AVK que sous AOD, pour que ce soit la chirurgie importante, mineure, urgente ou programmée. Pour terminer, si j'ai vraiment un patient qui a fait une grosse hémorragie sous anticoagulant, je reprends pas, c'est toujours compliqué. Il y a un certain nombre de patients chez qui on ne peut pas reprendre l'anticoagulant, notamment hémorragie cérébrale. Un patient qui a fait une hémorragie cérébrale, il ne faut pas lui redonner un anticoagulant. Il a une angiopathie amyloïde le plus souvent. Et angiopathie amyloïde, c'est un vrai risque de refaire une hémorragie cérébrale. On a parlé du TAVI tout à l'heure. Il y a une autre technique qui est très intéressante qui est maintenant développée, c'est la fermeture de l'auricule gauche. Vous savez qu'au niveau de l'oreillette, c'est en fait au niveau de l'auricule qu'il y a 90%, 95% des thrombus qui se forment dans l'auricule. Donc l'idée, c'est d'aller mettre un parapluie et de boucher l'auricule. Comme ça, s'il y a des caillots, il n'y a plus de risque d'emboliser puisque c'est bouché. Et donc, vous voyez, on met des petits parapluies là pour empêcher pour bloquer si jamais il y avait des caillots qui se formaient. Il y a eu des études qui ont été menées. La plus importante, c'est l'étude PROTECT-AF, publiée dans le Lancet. On a comparé des gens sous anticoagulants et des gens qui ont eu donc cette intervention avec qu'on appelle le Watchman, avec un appareil Watchman. Donc, fermeture de l'auricule gauche ou traitement anticoagulant. Vous voyez que sur le critère d'efficacité AVC, décès, embolie systémique, il y en avait moins, mais ça coupe le 1, donc c'est équivalent. Ça marche aussi bien que l'anticoagulant, qui est là les AVK. Et sur les hémorragies, vous voyez qu'au début, au moment du geste, comme on fait un geste, il y a quand même un peu plus de risque que quand je prends juste un anticoagulant. Augmentation du risque, des hémorragies qui sont souvent des épanchements péricardiques, qui ne sont pas mortels, qui sont drainés et gérés par le chirurgien. Et puis ensuite, ça revient au même.
Ça, c'était un suivi à 18 mois. C'est retrouvé ensuite dans une deuxième publication récente du JAMA, où vous voyez que là, le suivi, il est à 4 ans. Et entre les deux groupes, vous avez ce coup-ci un bénéfice. Il y a eu un petit problème au début à cause du geste, mais après, sur le long cours, vous avez 40% sur le critère principal AVC, décès, embolie en moins. 40% d'événements AVC en moins. Et quand on regarde la sécurité, vous voyez, au début, il y a eu un petit problème, et puis après, c'est similaire, et finalement, globalement, le petit p n'est plus significatif. Donc, vous voyez que chez ces patients, chez qui il y a une contre-indication aux anticoagulants, parce qu'ils ont déjà fait une hémorragie sévère, on peut proposer cette technique. Les résultats à long terme, et la mortalité cardiovasculaire, 60% de réduction, et toutes les causes de mortalité, 34%. Donc, on voit bien, au moment du geste, il y a un geste, mais après, sur le long cours, il y a un vrai bénéfice. Et donc l'HAS a autorisé et a donné son accord pour le Watchman, le dispositif. Vous voyez, chez les patients qui ont un score à haut risque thromboembolique, SHADVAS supérieur à 4, et une contre-indication formelle aux anticoagulants. Donc chez ces patients contre-indication, il ne faut pas leur donner de l'aspirine pour dire je ne sais pas quoi donner. Si le patient, il faut discuter avec le cardiologue et éventuellement proposer. Donc chez quel patient on peut proposer ça? Vous voyez, c'est l'antécédent d'hémorragie cérébrale, 3 croix, c'est vraiment ces patients qui ont déjà fait des hémorragies cérébrales, je ne vais pas les remettre sous anticoagulants, et donc à ce moment-là, discuter le geste. Ceux qui ont fait des grosses hémorragies, répétition, c'est peut-être pas forcément la première hémorragie digestive, mais on a des patients, moi j'avais une patiente, elle a fait 4-5 fois des hémorragies digestives, notamment en rapport avec des angiodysplasies coliques, là on ne peut pas faire grand-chose comme traitement, et bien au bout de 3-4 hémorragies majeures, on discute le geste. Après, il y a les grands shooters, les shooters ceux qui tombent tout le temps, qui se font mal, chez qui on ne peut pas mettre d'anticoagulants et qui sont pourtant à haut risque d'AVC. Eh bien, s'ils ont leur occludeur, il n'y aura pas besoin d'anticoagulants et donc ils ne feront pas d'AVC. Il y a ceux qui ne veulent jamais prendre, qui ont des troubles cognitifs, on n'arrive pas à faire passer les infirmières, qui sont tout seuls, on ne peut pas donner d'anticoagulants. Eh bien, s'il y a le petit occludeur, il n'y aura plus besoin d'autres médicaments associés. Et puis, des fois, on a des patients qui se baladent avec 50 000 plaquettes ou qui ont vraiment besoin des AINS. On a dit ce matin, AINS, non, si vraiment, on ne peut rien faire d'autre. En tout cas, la décision, elle est chaque fois lors de réunions de RCP pluridisciplinaires où le gériatre, le cardiologue, le chirurgien ou l'interventionnel vont discuter du cas. Donc, pour conclure, il ne faut pas avoir peur de ces hémorragies avec les AOD, puisqu'on a maintenant vraiment des protocoles bien déterminés, qui ont montré que de toute façon, ça saignait moins que sous AVK. Et en plus, on va avoir les antidotes qui arrivent pour le dabigatran, puis pour les anti-10. Et puis si vraiment les patients ont eu beaucoup d'hémorragie, à ce moment-là, il y a une contre-indication formelle aux anticoagulants et il faut discuter avec le référent cardiologue la fermeture de l'auricule gauche. Et donc pour finir, je vais reprendre une formule du professeur El Alami, ou alors je te laisse la dire. Quand tu dis l'AVK, vas-y, je te laisse la. L'AVK a vécu, l'AOD l'a vaincu. Voilà. Je vous remercie.